Le Super Classico, c'est l'histoire d'une rivalité de quartier entre deux clubs qui sont nés l'un à quelques mètres de l'autre, qui est devenue une rivalité de ville, parce que l'un a déménagé vers des quartiers huppés quand l'autre est resté dans un quartier populaire, avant ensuite de devenir une rivalité nationale, et aujourd'hui, ça sera le cas ce week-end et le week-end d'après, une rivalité mondiale. Super Classico, c'est simplement le plus grand match du paysage foot mondial. C'est le match à regarder, c'est le match à ne pas louper. C'est un match avec une rivalité qui est intense, qui est à la fois sociétale, politique, enfin tout ce que tu veux. C'est vraiment la plus forte rivalité qui peut exister entre deux clubs de foot. Et il faut savoir que c'est une rivalité qui a toujours existé. Le premier match contre Boca et River, ça s'est fini en 1913, qui n'était même pas au niveau professionnel, c'est terminé avec une bagarre générale. Donc c'est vraiment deux clubs qui sont très antagonistes et c'est ça qui fait la beauté du football, de ce match-là en particulier. Pourquoi il faut les montrer à ses enfants? D'abord et avant tout parce que, on le dira et on le dira toujours, c'est le match de toutes les folies, et qui dit toutes les folies dit ambiance incroyable. Ça va se dérouler dans deux stades mythiques qui parlent à tous les amoureux du football, que ce soit la Bombonera ou le Monumental. Et ce sont des matchs qui ont un tel impact, une telle folie furieuse qu'on va avoir des scènes qui vont marquer les esprits. Tous les amoureux de football ont déjà au moins vu une fois une vidéo soit de la Bombonera, soit du Monumental. Et il y aura des moments à ne pas manquer, indépendamment de l'ambiance pendant le match et des chants qui sont particuliers, puisque ce sont des chants argentins. Ça sera l'entrée des joueurs qui va donner, qui va faire très très mal à beaucoup de membres de la LFP notamment. Et ben, tout simplement, il faut le montrer à ses enfants si vous avez envie d'éduquer vos enfants à ce qu'est vraiment le football. Ces deux clubs qui sont dans les clubs les plus mythiques au monde, River Plate, c'est le club de Gustavo Moreno de la Máquina de River Plate, d'Enzo Francescoli, et Boca Juniors, il y a tellement de noms à citer, c'est le club de Riquelme, le club de Maradona, le club de Palermo. C'est vraiment des clubs avec des histoires riches, et voilà, ce match est hyper important si on veut construire une culture foot. Oui, c'est très clairement le plus important de l'histoire. Tout le monde, de toute façon, et c'est pas, on a l'habitude de galvauder un peu, mais même en Argentine, même sur tout le continent américain, hein, nord et sud compris, on parle de classico du siècle. Et ça va être très clairement le match il y aura un avant et un après. Et pour donner un détail hein, sur à quel point ce match est important, Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River, a dit cette semaine qu'après ce match-là, une des équipes aurait la gloire éternelle, l'autre passerait le reste du siècle à courir après. C'est le match le plus important de l'histoire de la Copa Libertadores parce que c'est la première fois que les deux clubs s'affrontent en finale. C'est la dernière édition de la Copa Libertadores qui va se jouer en aller-retour. L'année prochaine, la finale, ça sera plus en aller-retour. Et puis pour Boca Juniors, c'est simplement l'occasion de rejoindre l'Independiente en étant avec 7 titres en Libertadores et d'être le club le plus titré de la compétition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Argentine, sur un Super Classico normal, si tant est qu'un Super Classico puisse être normal, le temps s'arrête, quoi qu'il arrive, que ce soit des matchs officiels ou que ce soit même des simples tournois d'été. Mais là, on ne parle pas d'un tournoi d'été, on ne parle pas d'un match de championnat, on parle d'une finale de Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions, la plus belle des compétitions sud-américaines. Et comme je disais, il y a un avant et un après. Le pays s'est complètement arrêté de fonctionner hein, depuis l'annonce, depuis que l'on sait que ce match va se dérouler. Et tout le monde, les médias sont 24 heures sur 24 sur Boca et sur River. Les autres clubs n'existent plus, le reste du monde n'existe plus. Ces deux clubs-là pompent tout le peuple, quasiment les 3/4 du peuple argentin. Donc le pays s'est complètement stoppé, l'atmosphère va être dantesque. On en a parlé, dans le pays, c'est le pays qui va être coupé en deux, et puis plus particulièrement à Buenos Aires, le temps s'arrête. Les gens ont tous pris des semaines de vacances, de congés, parce que de toute manière, ça sert à rien d'aller bosser. Tout le monde va parler du match. Je pense que l'activité économique là, de toute la semaine, elle va être proche du néant, du zéro. Et il pourrait se passer quasiment n'importe quoi, que les gens, le sujet principal de discussion, ça serait quand même ce match-là. Donc voilà, le temps s'arrête, et c'est vraiment une ville qui va battre au rythme de ce match-là. Il n'y a qu'à voir la couverture médiatique, hein. C'est le sujet de discussion principal. Pourquoi River va gagner? Parce que Gallardo c'est le papa des Boca, comme on dit. Marcelo Gallardo a toujours battu Boca dans les matchs à élimination directe. Il y en a eu 3 depuis qu'il est coach. Il y en a eu un en Sudamericana, il y en a eu un en Libertadores et il y a eu la Supercopa Argentina. Il a gagné les 3, il n'a pas pris de but. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est facile, mais ça se traduit sur le terrain parce que son River est une équipe extrêmement intelligente qui est capable de s'adapter à n'importe quel adversaire, et Gallardo a toujours éliminé les 5 grands d'Argentine dans les compétitions.
Et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait ce week-end, enfin, avec cette finale. C'est vrai que l'historique de Boca et plus particulièrement de Guillermo face à Gallardo est pas favorable du tout. Mais je pense que cette équipe-là a quand même de très très beaux atouts. Bon, je vais vous donner deux clés pour regarder le match, ce match-là côté Boca. La première, c'est le milieu de terrain de Boca Juniors, c'est le milieu à 3 avec Barrios, Nandez et Pérez, qui est un milieu vraiment extraordinaire, hyper complémentaire, avec une densité, un impact physique et simplement une intensité qui sont incomparables. Et surtout quand on pense que Léo Ponzio, côté River Plate, est forfait pour le match aller. Et la deuxième clé, c'est le potentiel offensif de Boca. Alors c'est Van Chopé qui va débuter le match au poste de numéro 9, mais voilà, il y a un Dario Benedetto qui revient, qui est en pleine bourre, qui a mis 3 buts lors de la demi-finale aller-retour et qui est une vraie pépite au poste de numéro 9. Et puis il y a qu'à voir les joueurs qui rassurent le banc. Carlos Tevez, Zarate, pour des noms qui résonnent un petit peu pour ceux qui suivent le foot européen. Il y a Pavone, il y a Villa, il y a Cardona. Il y a vraiment une armada offensive qui est impressionnante.